Le rêve, pendant 5 longues années, avait eu l'odeur de l'éthanol et du métal froid des séquenceurs d'ADN. Il avait la lumière blanche et crue des néons d'un laboratoire parisien et le son du bourdonnement constant des systèmes de ventilation. 5 ans de sa vie, Élise les avait passés penchée sur un microscope, cartographiant avec une précision d'horloger le génome de plantes tropicales qu'elle ne verrait jamais dans leur habitat naturel. Son dernier jour de travail ne fut pas différent des autres. Elle finalisa une longue séquence, ses doigts se déplaçant sur le clavier avec une aisance mécanique. Son chef de service passa derrière elle, posa une main sur son épaule. « C'est une perte pour nous, Élise. Votre rigueur va nous manquer. Mais je comprends votre projet. C'est courageux. » Courageux. Le mot lui parut étrange. Pour elle, ce n'était pas du courage, mais une nécessité, la fin d'un exil. Elle quitta le laboratoire sans un regard en arrière, traversant les couloirs stériles qui avaient empêté son univers. Dans le métro bondé qui la ramenait chez elle, l'anonymat de la foule la frappa plus durement que d'habitude. Elle n'était qu'un visage parmi des millions, une vie interchangeable. Cette pensée alimenta sa détermination. Dans le vignoble, elle ne serait pas anonyme. Elle serait la gardienne d'une histoire. Son minuscule appartement du 6e étage sans ascenseur était presque vide. Il ne restait qu'une seule boîte au milieu du salon, la plus importante. Elle s'assit par terre et l'ouvrit. À l'intérieur, les vieux cahiers de son grand-père. Elle en prit un, la couverture en cuir usé douce sous ses doigts. L'odeur de papier ancien et de terre sèche emplit la pièce, chassant l'odeur de la ville. C'était ça, la seule chose réelle. Le soir, elle eut un dernier appel vidéo avec sa famille. L'écran s'illumina sur le visage parfaitement maquillé de sa mère, Catherine, installée dans son salon confortable. Derrière elle, on pouvait voir son frère Léo, avachi sur le canapé, une manette de console, de jeu à la main. « Alors, ma chérie, c'est le grand jour demain, dit sa mère. Sa voix mielleuse traversant mal la connexion. Tu as bien tout prévu? Tu sais, une telle somme d'argent, c'est une grosse responsabilité. Tu as touché ta prime de départ. Élise sentit une pointe d'agacement. Oui, maman. J'ai tout prévu. C'est le fruit de 5 ans de travail. Léo leva les yeux de son écran une seconde. 5 ans pour aller jouer dans la terre? J'espère que tu sais ce que tu fais. Ton frère a tellement d'ambition, enchaîna Catherine avec un soupir théâtral. Mais les choses sont si difficiles ici. Heureusement que tu es là pour être notre ancre, notre réussite. Nous sommes si fiers de toi. Élise força un sourire, mettant fin à la conversation le plus vite possible. Elle passa la nuit sur un matelas pneumatique, le sommeil la fuyant. Elle n'était pas nerveuse, mais impatiente, comme un coureur dans les starting blocks. Le lendemain, le voyage vers le sud fut une lente résurrection. Chaque kilomètre la dépouillait un peu plus de sa peau de citadine. Le paysage se transforma, les plaines du nord cédant la place aux collines verdoyantes du sud. Alors qu'elle traversait la Drôme provençale, les champs de lavande encore endormis sous le soleil de printemps, un souvenir remonta à la surface, si vif qu'elle pouvait presque sentir la chaleur sur sa peau d'enfant. Elle avait 10 ans. C'était la fin de l'été. Elle marchait avec son grand-père, entre les rangées de vignes. Il s'était arrêté près d'un cep particulièrement noueux. Il lui montra une grappe de raisin noir, presque bleu. « Goûte », avait-il dit. Une explosion de sucre et de soleil avait inondé sa bouche. Son grand-père avait souri, puis il s'était agenouillé, prenant une poignée de terre. Le vrai goût, il vient d'ici, Élise. De la terre. Ce n'est pas juste de la saleté, c'est un être vivant. Elle a une mémoire. Elle se souvient de qui la soigne et de qui l'oublie. Si tu l'as trahie, elle trouvera toujours un moyen de te le faire payer. Puis il avait ajouté, plus bas, en regardant vers la maison où Catherine et Léo lisaient à l'ombre. Ta mère et ton frère, ils ont des mains de ville. Ils ne comprennent pas ce langage. Toi, tu l'as dans le sang. Ne l'oublie jamais. Elle ne l'avait jamais oublié. C'était pour cette mémoire, pour cette promesse, qu'elle avait tout sacrifié. Lorsqu'elle tourna sur le chemin de terre qui menait à la propriété, son cœur battait à tout rompre. Le chemin était étrangement lisse. Puis, elle vit le portail.
Le vieux portail en fer forgé avait été remplacé par une structure moderne et prétentieuse. Au-dessus, des lettres chromées la giflèrent. Domaine rêve d'azur, glamping and événement. Elle gara la voiture et sortit. Elle avança, le bruit du gravier blanc crissant sous ses pas, un son étranger, hostile. Elle passa devant un panneau, en bois laqué, indiquant espace lounge. L'horreur grandissait à chaque pas. Et puis elle vit la pelouse. Un tapis vert artificiel s'étendait là où les vignes de son grand-père auraient dû onduler sous le vent. Des tentes blanches et luxueuses étaient domées et disposées comme des champignons obscènes. À la place du chai, un bâtiment de verre et d'acier, une musique lounge, insipide, s'échappait de haut-parleurs dissimulés. Ils sortirent des rues du bâtiment de verre, sa mère et son frère, rayonnant, une coupe de champagne à la main. « Surprise !» cria Léo. « Où sont les vignes ?» fut tout ce qu'Élise put articuler. Catherine la prit dans ses bras. « Oh, Élise, ne sois pas si sentimentale. C'était un joli rêve, mais pas rentable. Nous avons créé un vrai business, pour l'avenir de la famille. » « Pour la famille, » répéta Léo. « On a fait ça pour toi. On a discuté avec des experts en marketing. Le vin, c'est fini. L'avenir, c'est l'événementiel. On a un potentiel Instagram incroyable ici. Des influenceurs se battraient pour venir. Mon rêve, vous l'avez détruit. L'héritage de grand-père. » Le visage de Léo se ferma. « Arrête d'être dramatique. Grand-père était un vieux fermier. Nous sommes des entrepreneurs. Nous avons trouvé des investisseurs, obtenu des prêts. » Des prêts ? Avec quoi ? Cette terre est à moi. Le sourire de sa mère devint carnassier. C'est là toute la beauté du projet, ma chérie. Tout a été fait en ton nom. Ton profil est parfait, jeune scientifique, propriétaire terrienne. Les banques ont adoré. On ne voulait pas t'embêter avec la paperasse. Elle posa un classeur sur une table. Élise l'ouvrit. Des contrats, des hypothèques, des centaines de milliers d'euros. Et sur chaque page, une imitation grossière de sa signature. Elle sentit le sol se dérober. Elle était piégée, endettée jusqu'au cou pour un projet qu'elle haïssait de toute son âme. « Je vais vous attaquer en justice. » Catherine lui caressa la joue. « Ne sois pas idiote, ma chérie. Nous sommes ta famille. Et puis, n'oublie pas, légalement, tu es la propriétaire et la débitrice. Si tu nous fais tomber, tu tombes avec nous. » Élise recula, horrifiée. Elle les regarda, si fière au milieu de leur création monstrueuse, debout sur la tombe de son rêve. Ils étaient sincèrement persuadés d'être les héros de cette histoire. Elle fit demi-tour et retourna à sa voiture, leur voix la suivant. « Élise, reviens, ne sois pas égoïste. » Elle s'installa derrière le volant, les mains posées à plat sur ses genoux. Elle regarda le classeur sur le siège passager, l'acte d'accusation de sa propre famille. La douleur était si intense qu'elle aurait dû crier, mais aucun son ne sortit. Une larme, puis deux, roulèrent sur ses joues, des larmes de rage. Ils pensaient l'avoir piégée dans leur toile financière. Ils pensaient qu'elle n'était qu'une rêveuse, une intellectuelle inoffensive. Ils avaient oublié un détail crucial. Une scientifique ne se contente pas de rêver. Elle observe, elle analyse, et elle trouve la faille dans le système. Son combat ne se gagnerait pas devant un tribunal de la famille. Il se gagnerait sur un autre terrain, celui de son grand-père. Leur terrain, sa terre. Élise conduisit sans but pendant près d'une heure, les images du glamping de luxe se superposant au paysage familier de son enfance, une blessure béante dans la trame de ses souvenirs. Le choc initial laissait place à une clarté glaciale, une lucidité presque douloureuse. Elle ne retourna pas à Paris, elle ne pouvait pas. Cet acte de destruction avait coupé le dernier lien qui la rattachait à son ancienne vie. Au lieu de cela, elle s'arrêta dans le premier village anonyme qu'elle traversa et prit une chambre dans un petit hôtel, sans charme, dont les murs beige offraient une toile de fond, neutre à la tempête qui faisait rage en elle. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle transforma la chambre d'hôtel en un véritable quartier général. Elle étala les documents du classeur sur la moquette usée. D'un côté, les plans d'affaires brillants imprimés sur du papier glacé, les contrats de prêt aux chiffres vertigineux, les brochures publicitaires pour le domaine rêve d'azur. De l'autre,
Elle sortit avec une infinie précaution les vieux cahiers de son grand-père. L'encre pâlie et l'odeur de papier ancien contrastaient violemment avec les impressions laser et le jargon bancaire. Elle commença son analyse, non pas avec le cœur d'une petite fille trahie, mais avec la rigueur d'une scientifique examinant un spécimen au microscope. Sa première découverte fut financière. Elle éplucha les devis des entrepreneurs, les factures des fournisseurs, les comparant aux lignes de crédit qu'ils avaient obtenues. Un gouffre. Les prêts dépassaient de loin les coûts de construction, même en tenant compte des matériaux de luxe et des pots de vin probables qu'ils avaient dû verser pour accélérer les permis. Un surplus de près de 100 000 € s'était évaporé. Elle n'eut aucun mal à imaginer les sacs à main de sa mère, la nouvelle montre de son frère, les vacances dont ils avaient posté les photos sur les réseaux sociaux pendant qu'elle comptait ses centimes à Paris. Il ne s'était pas contenté de lui voler son rêve, il s'était servi au passage pour financer leur train de vie. Mais elle savait que se battre sur le terrain financier serait un bourbier. Il plaiderait l'incompétence, la bonne foi, les aléas de la construction. Il la dépeindrait comme une fille ingrate et calculatrice. Elle avait besoin d'une autre arme, une arme qu'il ne verrait pas venir. Le lendemain, elle appela la seule personne dans la région en qui elle pouvait avoir une confiance absolue. Luc, un ami d'enfance dont la famille cultivait des oliviers depuis des générations. Il était devenu avocat, spécialisé dans le droit rural et immobilier, un homme calme et réfléchi qui connaissait les lois de cette terre aussi bien qu'elle connaissait la biologie des plantes. Ils se retrouvèrent dans un café, sur la place du village. Luc écouta son histoire sans l'interrompre, son visage se durcissant à chaque nouvelle révélation. Quand elle eut fini, il resta silencieux un instant. Une action pour fraude et faux en écriture est possible, dit-il finalement. Mais ce sera long, coûteux et sale. Ta mère et ton frère vont se victimiser. Ce sera ta parole contre la leur. Il se pencha en avant, son regard intense. Ils ont été malins avec les banques, Élise. Mais l'ont-ils été avec la terre? Cette question fut comme une clé, ouvrant une porte dans son esprit. Elle avait abordé le problème sous le mauvais angle. Sa force n'était pas dans la finance, elle était dans la science. Pendant la semaine qui suivit, la chambre d'hôtel se transforma en un laboratoire de guerre. Avec l'aide de Luc, elle se procura les cartes cadastrales, les plans locaux d'urbanisme et surtout, le cahier des charges incroyablement strict de l'appellation d'origine contrôlée, dont dépendait sa parcelle. Ce n'était pas juste un label, c'était un ensemble de lois quasi sacrées. Puis, elle retourna sur les lieux, non plus comme une victime, mais comme une experte en mission. Elle se gara à distance et s'avança à travers les bois, équipée d'un petit kit de prélèvement, d'un GPS et d'un appareil photo. Sa première découverte la fit presque sourire d'une ironie amère. Le magnifique bâtiment de réception en verre, fierté de son frère, avait été construit en plein cœur de la parcelle classée A, celle que le règlement de l'AOC réservait exclusivement à la culture de la vigne. C'était l'équivalent agricole de construire un centre commercial sur le parvis d'une cathédrale. C'était une faute impardonnable, une erreur d'amateur arrogant. Elle continua son exploration méthodique. Près des tentes de luxe, elle repéra un léger suintement, une zone où l'herbe était d'un vert trop vif. Elle prit un échantillon du sol. L'analyse qu'elle fit plus tard confirma ses soupçons, des niveaux élevés de nitrate. Le système d'évacuation des eaux usées du glamping était défectueux et polluait le petit ruisseau en contrebas, un ruisseau protégé, source d'irrigation pour les fermes voisines. Elle photographia tout, une parcelle de chêne truffier, protégée par un arrêté préfectoral, qu'ils avaient rasé pour créer une vue panoramique pour les mariages. La déviation d'un ancien canal d'irrigation. Chaque photo était une pièce à conviction. Le coup de grâce vint de l'étude des documents que Luc avait obtenus de la Chambre d'agriculture. Non seulement ils avaient détruit le vignoble, mais ils avaient continué à toucher les subventions agricoles européennes pour son entretien. Ils déclaraient une production viticole qui n'existait plus. Ce n'était plus seulement une violation des règles locales, c'était une fraude aux fonds publics, un crime fédéral. Le soir, de retour dans sa chambre, elle étala ses propres preuves sur le sol.
des photos, des copies des règlements surlignés, les résultats des analyses de sol, les formulaires de subventions frauduleux. Elle avait maintenant un arsenal. La fraude bancaire était une épée. Mais les crimes environnementaux et agricoles étaient un véritable canon. Ils menaçaient sa famille non seulement de prison, mais de pénalités financières si colossales qu'elles les anéantiraient, bien au-delà de la simple faillite. Élise regarda le dossier qu'elle avait constitué. Ce n'était plus seulement une affaire de famille, c'était une histoire de respect. Le respect de la loi, le respect de la nature, le respect de la mémoire de son grand-père. Sa mère et son frère, dans leur avidité ignorante, avaient pas fait bafouer les trois. Elle se souvint de la phrase de son grand-père. La terre a une mémoire. Elle se souvient de qui la soigne et de qui la trahit. Ce soir-là, Élise comprit. Elle ne serait pas la vengeresse. La terre elle-même lui avait donné les armes. Elle n'allait pas simplement se battre pour récupérer son bien. Elle allait devenir la voix de cette terre trahie. Le plan de l'ultimatum était maintenant clair dans son esprit. Le piège était prêt. Le plan d'Élise ne s'exécuta pas dans un éclat de colère, mais dans le silence feutré et anonyme d'une bibliothèque municipale d'une ville voisine. Assise devant un ordinateur public, le visage à demi caché par une écharpe, elle rédigea 2 courriels. Sa démarche n'était pas celle d'une femme blessée, mais celle d'une biologiste préparant une dissection. Le premier message, destiné à la Direction régionale de l'environnement, était un modèle de précision clinique. Il détaillait, point par point, les infractions écologiques, la pollution du ruisseau, étayée par ses propres analyses de nitrates, le déboisement illégal avec des photos géolocalisées, et la construction sur une parcelle agricole protégée, avec des références exactes aux articles du Code de l'urbanisme. Le second courriel, envoyé à l'agence de services et de paiement du ministère de l'Agriculture, était encore plus direct. Il contenait les preuves de la fraude aux subventions, une comparaison simple et brutale entre les déclarations de culture de vigne et la réalité d'un terrain de camping de luxe. Elle signa chaque message d'une simple formule, une citoyenne concernée par la protection de notre patrimoine. Puis elle se déconnecta, effaça l'historique et sortit dans l'air frais de l'après-midi. La machine était lancée. L'attente dura 2 semaines, 2 semaines pendant lesquelles Élise s'immergea dans les cahiers de son grand-père, transformant sa chambre d'hôtel en un bureau d'études. Elle dessinait des plans, calculait des densités de plantation, choisissait des porte-greffes. Elle se forçait à se projeter dans l'avenir, à construire son rêve sur le papier pour ne pas sombrer sous le poids du présent. Chaque jour, elle luttait contre l'envie d'appeler, de savoir si le piège s'était refermé. Mais elle tint bon, le silence était son allié. Puis, un mardi matin, son téléphone sonna. Le nom de sa mère s'afficha sur l'écran. Élise laissa sonner plusieurs fois avant de décrocher, son cœur battant un rythme lent et lourd. « Élise !» La voix de Catherine était une déflagration de panique et d'accusation. « Qu'est-ce que tu as fait ? Nous avons reçu un courrier de la préfecture, une lettre recommandée. Ils envoient une commission d'enquête la semaine prochaine. Ils parlent de tout fermer, de pollution, d'amendes monstrueuses. C'est toi, n'est-ce pas ? Tu essaies de nous détruire. Tu as toujours été jalouse de Léo. » « Je ne sais pas de quoi tu parles, maman, » répondit Élise d'une voix si calme qu'elle se surprit elle-même. « Peut-être que quelqu'un a remarqué que vous aviez enfreint la loi. C'est toi, je le sais, après tout ce que nous avons fait pour toi. » « Rendez-vous au domaine dans 1 heure, » coupa Élise. « Et amène Léo. Nous avons besoin d'une conversation en famille. » La salle de réception en verre, autrefois symbole de leur triomphe arrogant, était devenue une cage pour leur anxiété. Sa mère faisait les 100 pas, son téléphone à la main, tandis que Léo était affalé sur un canapé design, son visage cireux. L'ambiance de fête avait laissé place à une odeur de peur. Élise entra, posa son propre dossier sur la grande table. Elle n'avait pas l'air d'une victime. Elle avait l'air d'une créancière venue réclamer son dû. « Asseyez-vous, » dit-elle. Ils obéirent, surpris par son ton autoritaire. « Vous avez 2 problèmes, » commença-t-elle. « Le premier, vous le connaissez déjà. » Elle fit glisser une copie de la lettre de la préfecture sur la table. « C'est le problème administratif. Ils ont constaté vos violations des lois environnementales et des règles de l'appellation.
J'ai fait mes propres calculs. Au bas mot, vous risquez plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende et une ordonnance de démolition pure et simple. Votre entreprise est morte. Catherine ouvrit la bouche pour protester, mais Élise leva la main et posa un second dossier, bien plus épais, à côté du premier. Et voici le problème numéro 2. Notre problème. Elle en sortit une liasse de papier, les étalant comme des cartes. Les demandes de prêt avec ma signature falsifiée. Les preuves de détournement de fonds vers vos comptes personnels. Et ceci, elle sortit les formulaires de subvention agricole frauduleux. Ceci, ce n'est pas une amende. C'est le code pénal. Cela s'appelle l'abus de confiance aggravé, l'escroquerie en bande organisée et le faux en écriture. Ce ne sont pas des euros que vous risquez, ce sont des années de prison. Le silence dans la pièce était total. On pouvait entendre le bourdonnement du système de climatisation. Le visage de Léo était passé du blanc au vert. Alors voilà l'accord que je vous propose, continua Élise, sa voix ne tremblant pas. Cet après-midi, nous allons tous les trois chez le notaire. Vous allez me signer une cession totale et irrévocable de la société, de la propriété et de toutes les dettes qui y sont rattachées pour un euro symbolique. En échange, ce second dossier disparaît. Je ne porterai pas plainte pour fraude. Vous repartirez d'ici sans rien, ruiné, mais libre. Jamais, s'écria Léo en se levant. C'est notre travail, c'est notre idée. Votre idée est une construction illégale sur une terre polluée financée par une fraude, rétorqua Élise sans ciller. Assieds-toi. Ma chérie, supplia sa mère, les larmes aux yeux. On peut s'arranger, on te remboursera. C'était une erreur. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Et maintenant, vous devez en faire un autre. Si vous refusez, je quitte cette pièce, je monte dans ma voiture et je transmets ce dossier directement aux inspecteurs qui sont déjà en train de monter un dossier contre vous. Elle se leva, laissant les 2 dossiers sur la table. Le notaire vous attend à 16 heures. Il ne vous reste que 2 heures pour décider. Pensez-y. La ruine financière ou la ruine totale et la prison. Elle se dirigea vers la sortie, sa silhouette se découpant dans la lumière crue qui inondait la pièce. Sur le seuil, elle s'arrêta et se retourna. Elle regarda leur visage défait, l'horreur de la réalité qui s'abattait enfin sur eux. Grand-père disait que la terre a une mémoire, dit-elle doucement. Il semblerait qu'elle soit venue vous présenter l'addition. Puis, elle sortit, les laissant seuls avec le silence, les preuves de leur crime et le poids de leur décision. Le piège s'était refermé. Le silence dans l'étude du notaire était plus lourd que la pierre des vieux murs. Il n'était rompu que par le grattement du stylo sur le papier. Élise regarda sa mère, Catherine, et son frère Léo apposer leur signature au bas des documents. Leurs gestes étaient lents, mécaniques, comme ceux de fantômes signant leur propre acte de décès. Leurs visages étaient drossés des masques de cire, vides de toute arrogance, ne laissant transparaître qu'une défaite amère et totale. Il n'y eut pas de cri, pas de dernière supplique, juste le son du papier qui glisse et d'un avenir qui bascule. Quand le notaire prononça la phrase finale, les mots résonnèrent dans la pièce avec une solennité funèbre. La cession est complète. Madame Élise Dubois est désormais l'unique propriétaire. Élise ne ressentit ni joie, ni triomphe. Seulement le poids immense de ce qu'elle venait d'accomplir. Elle était propriétaire d'une terre blessée et d'une montagne de dettes. Mais elle était libre. Son premier acte en tant que nouvelle propriétaire fut symbolique. De retour au domaine, elle marcha directement vers le système de sonorisation et coupa l'alimentation. La musique lounge cessa brutalement et pour la première fois, un silence profond et naturel s'installa sur la propriété. Un silence seulement troublé par le chant du vent dans les pins. La rencontre avec la commission d'enquête, une semaine plus tard, se déroula sur place. Les 3 fonctionnaires, au visage sévère, s'attendaient à des excuses et des mensonges. Au lieu de cela, Élise leur présenta un dossier encore plus épais que le leur. Ce n'était pas une défense, mais un plan, son plan de réhabilitation écologique et agricole. Sur plus de 50 pages, elle détaillait, avec la précision d'une publication scientifique, comment elle comptait réparer chaque infraction. La démolition des structures illégales, la dépollution du sol et du ruisseau, la réhabilitation de la zone boisée et surtout la replantation du vignoble historique.
Les inspecteurs, stupéfaits, écoutèrent cette jeune femme leur parler de phytorémédiation, de gestion hydrique et de biodiversité. Elle n'était pas une promotrice immobilière en faute. Elle était une scientifique déterminée à guérir la terre. Un accord fut trouvé. Les amendes, potentiellement astronomiques, seraient même suspendues, conditionnées à la réussite de son plan sur 5 ans. L'État préférait une guérison écologique à une faillite retentissante. Les années qui suivirent furent un long et dur labeur. Élise engagea une petite entreprise locale pour démolir le bâtiment de verre et retirer les tentes de luxe. Elle vendit tout ce qui pouvait l'être pour rembourser une infime partie des dettes. Le mobilier design, les équipements de cuisine professionnelle, même le ridicule portail d'entrée. Elle vivait frugalement dans la vieille ferme de son grand-père, qu'elle rénovait elle-même, une pièce après l'autre. Chaque jour, elle était dehors, les mains dans la terre. Elle supervisa les travaux de dépollution, travaillant aux côtés des ouvriers. Lentement, patiemment, elle redonna vie au ruisseau, replanta des arbres. Puis vint le jour le plus important, celui où, après avoir amendé et préparé le sol pendant des mois, elle planta la première jeune vigne. C'était un plant de Tibouren, un cépage ancien et rare que son grand-père chérissait. En enfonçant ses racines dans la terre humide, elle sentit un cycle se boucler. Ce n'était plus un rêve. C'était un commencement. 4 ans plus tard. Le soleil de fin d'après-midi dorait les collines de Provence. Les rangées de vignes, jeunes et vigoureuses, ondulaient sous une brise légère. Le domaine rêve d'azur n'était plus qu'un mauvais souvenir. À la place se tenait le domaine du bois, un nom simple, un retour aux sources. Le chai avait été reconstruit à la place de l'ancienne salle de réception, un bâtiment fonctionnel et élégant, parfaitement intégré au paysage. Élise se tenait sur la terrasse, un verre de vin à la main. C'était une journée spéciale. La première dégustation officielle de son premier millésime. Quelques personnes étaient là. Luc, son ami fidèle, qui la regardait avec une admiration non dissimulée, et une poignée de vignerons respectés de la région, initialement sceptiques, aujourd'hui intrigués par cette scientifique qui faisait des miracles. Luc s'approcha d'elle. « Au fait, j'ai eu des nouvelles de ta famille. Mon cousin vit dans le nord, près de Lille. Il les a croisés, paraît-il. Ta mère est caissière dans un supermarché. Ton frère travaille dans un centre d'appel. Ils ont dû vendre la maison familiale pour éponger leurs dettes personnelles. » Élise hocha la tête, sans cesser de regarder ses vignes. L'information lui parut lointaine, comme l'histoire de gens qu'elle avait connus dans une autre vie. Elle ne ressentit ni pitié, ni satisfaction. Seulement une profonde et paisible indifférence. Elle leva son verre, observant la couleur rosée du vin. Elle le porta à ses lèvres. Le goût était complexe. Il y avait la fraîcheur du fruit, la minéralité de la terre si particulière de sa parcelle, une pointe d'acidité qui rappelait les larmes d'autrefois, et une longue finale, douce et persistante, comme la paix enfin trouvée. Elle se promena seule dans les allées de son vignoble, le soleil couchant, allongeant son ombre sur la terre. Elle toucha une feuille de vigne, sentant sa texture veloutée sous ses doigts. Son grand-père avait raison. La terre avait une mémoire. Elle s'était souvenue de celle qui était revenue pour la soigner. Cette terre, ce vin, cette vie, elle ne les avait pas simplement hérités, elle les avait reconquis, elle les avait mérités. Et dans le silence du crépuscule, un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle était enfin libre.